into that darkness peering. Long I stood there, wondering, fearing, doubting. Nintendo. You too will come to understand fear as I have. Eh bien bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur Gaming Highway pour un nouveau let's play consacré à l'un des chefs-d'œuvre de l'horreur, j'ai nommé Eternal Darkness Sanity's Requiem, sorti sur GameCube en 2002. Alors je vais pas présenter le jeu en détail, je vous renvoie pour ça à la vidéo de présentation que j'ai faite il y a quelques temps déjà. Donc c'est un let's play qui aurait dû normalement se dérouler, enfin j'aurais dû normalement réaliser ce let's play il y a un certain moment. Mais bon bah j'ai expliqué sur la page Facebook, j'ai eu pas mal de soucis et du coup bah j'ai mis un peu de temps à les corriger. Enfin voilà, ça y est, on y est, Eternal Darkness, donc je vérifie bien que tout fonctionne. Alors c'est encore de l'émulation, donc ne soyez pas surpris si des fois il y a des petits pets, genre des minuscules petits freezes ou au contraire des couleurs un peu délavées qui apparaissent très fugacement. C'est tout à fait normal, c'est les aléas de l'émulation. Je pense que si vous avez pratiqué le truc à plusieurs reprises, vous devez savoir de quoi on parle. Allez, sans plus attendre, on va commencer la partie. En avant! Flesh, bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time, before humanity. I am Dr. Edward Roivas. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roivas family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia, ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. Oui, donc voilà, c'est ce que je disais à l'instant, vous voyez, c'est
cette couleur verte un peu dégueulasse avec ces petites corrections d'image, bon c'est vraiment les seuls trucs qu'il y aura. J'ai bien essayé de trouver un moyen de corriger ça, mais malheureusement, voilà, il faudra faire avec. Hein. Bon, c'est pas chiant outre mesure, hein. Voilà. Hop, allez. Donc là déjà, un rêve pour commencer. L'occasion déjà un petit peu de se mettre dans le bain au niveau de l'atmosphère et de ce qui nous attend. Hello? Miss Alexandra Roivas? Yeah, who's this? This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Ah, Miss Roivas, I'm pleased to meet you. I trust you had a pleasant trip? Yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. This way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Miss Roivas, is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. I don't understand. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What is wrong with you? I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. Oh, none of this makes sense. There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force used here. I have never seen anything like this in my 20 years on the force. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Ugh, we don't have a single clue. Well, you better find out who did this. I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. Voilà, et c'est maintenant qu'on commence véritablement le jeu. Donc déjà tout de suite vous avez dû noter l'ambiance assez atypique de ce jeu. Hein, l'inspecteur Legrasse qui est une référence à l'inspecteur Legrasse de l'appel de Cthulhu, la nouvelle de Lovecraft. Vous avez vu au tout début de cette vidéo la citation du corbeau de Edgar Allan Poe. Voilà, donc là les influences sont déjà bien établies. Bien, alors, nous sommes donc dans le manoir de la famille Roivas et nous incarnons Alex. Alors, Alex va être l'héroïne du jeu sans l'être, puisque, comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo présentation que j'ai faite, en fait, nous allons remonter le temps, ou plutôt voyager dans le temps, pour découvrir l'histoire de plusieurs personnages qui vont justement, à leur manière, être emportés dans une lutte contre les ténèbres. Alex va, pour l'essentiel du jeu, faire office de personnage qui va en fait débloquer les différents chapitres du jeu. Le manoir de la famille Roivas constituant en fait une sorte de hub. Voilà, donc dans lequel nous allons nous déplacer. Je vous présente un petit peu vite fait les pièces, du moins celles qui sont accessibles. Il y a l'étage aussi à visiter, mais je pense qu'on le fera une prochaine fois, hein, histoire de pas perdre de temps, parce que là, dans l'immédiat, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Mais voilà, on va débloquer au fur et à mesure des pièces, des lieux, des endroits, etc. etc., etc. Bon, bah, jusqu'au grand chapitre final, effectivement, où on pourra enfin résoudre le fin mot de l'histoire. Bref.
Alors, vite fait, je vous présente l'inventaire, donc pas de souci. Plutôt, enfin pas l'inventaire, mais le menu, les différents menus. Et donc là, nous avons l'inventaire, hein, pas de souci, où sont stockés tous les objets, y compris vos armes. Donc armes, munitions, etc., etc., etc. Donc jusque là, ça va bien. La carte, hein, bon bah la carte des lieux. Hein, vous pouvez même naviguer si vous voulez entre les différents étages. Hein. Donc là, il y a plusieurs étages dans la famille, dans le manoir Roivas, comme j'ai dit. Donc ça, on le verra plus tard. Je vous laisse, j'explore pas le manoir parce que je préférerais vous laisser le temps de voir un petit peu toutes les choses progressivement plutôt que de tout vous dévoiler en une fois. Surtout comme j'ai dit, il n'y a rien à faire. Là ici, bon bah c'est tout simplement les cinématiques du jeu, donc qui seront stockées ici. Et là, bon bah les trucs un peu techniques, hein, voilà. Alors il y a un cinquième menu qui apparaîtra un peu plus tard, lorsque nous utiliserons la sorcellerie. Alors donc vous pouvez interagir avec plusieurs choses dans la maison, c'est très utile si vous souhaitez un peu découvrir l'histoire derrière le jeu. Et voilà, vous voyez ici, toc. Ça pose aussi l'ambiance, hein, c'est un jeu extrêmement narratif. Si vous avez lu Lovecraft, vous savez que le bonhomme rédige à 99% au style indirect, c'est-à-dire que il n'y a pas de dialogue. Lorsque les personnages parlent, Lovecraft décrit les dialogues et la teneur des dialogues. C'est très très rare quand il y a du dialogue à part entière. Hein. Voilà. C'est généralement plutôt ses héritiers qui ont préféré effectivement installer du dialogue dans lorsqu'ils sont inspirés de son univers. Donc voilà, c'est l'occasion un petit peu de découvrir tout ça. Alors, oula oui, je me précipite un peu, mais en fait j'ai oublié quelque chose. Il faut que je revienne en arrière. Ah oui, vous entendez Alex qui s'essouffle. Vos personnages, effectivement, ne peuvent pas courir indéfiniment. Ils finissent par s'essouffler. Et selon le personnage, effectivement, l'endurance sera plus ou moins élevée. C'est pas indiqué, mais dès que vous commencez à entendre vos personnages qui commencent à soupirer comme des veaux, bah vous savez que là, il va très rapidement arrêter de courir. Donc là, voilà la clé d'une commode. Donc ça, ce sera pour plus tard. Allez. Donc du coup, je retourne là-bas. Alors l'horloge indique 3h33. Bien retenir ce chiffre, vous allez voir pourquoi. On consulte cette pendule. Et on peut effectivement faire tourner les aiguilles. Dans ces cas-là, on indique 3h33. Attendez, je vais y arriver. Voilà, c'est un petit peu délicat, mais bon. Chose à savoir, hein, 3h33, c'est un peu la moitié de 6h66, donc 666 pour être plus... pour être un petit peu plus précis. Donc voilà, déjà tout de suite, il y a des indices comme ça qui en disent long. Voilà, donc ici, c'est là qu'on va effectivement consulter les différents chapitres du jeu. Alors, il y a plusieurs objets et plusieurs éléments hein, dans cette pièce qui vont être représentatifs de ce qu'on va visiter. Là, vous voyez ce temple. Là, si je vais ici, voilà, cité cyclopéenne, hein, ça aussi, ça fera partie du jeu. Là, encore pareil, hein, on retrouvera ce genre de choses par la suite. Donc là, déjà, rien qu'en début de jeu, vous avez plein d'indices sur ce qui vous attend. C'est assez sympa. Ça pose déjà l'ambiance et après, bah, quand vous faites le jeu, vous dites « Ah, mais ça, j'ai vu ça, etc. » Là, un glaive. Voilà. Déjà, une arme qu'on peut équiper. Là, je vous montre vite fait. Hop, utiliser, équiper. Et là, vous voyez, Alex est effectivement équipé de son glaive et peut s'en servir. Mais là, ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est ça. Le fameux livre des ténèbres éternelles. Hein, le Necronomicon, si vous préférez. On va l'examiner tout de suite. I had no knowledge of what was to come, nor did I care. How the knowledge changed me, it will also change you. As you read this, you will come to learn fear as I have. You too will come to understand, or you will perish. To think that once I could not see beyond the veil of our reality. To see those who dwell behind. My life now has purpose.
For I have learned the frailty of flesh and bone. I was once a fool. Where is quies candamest? Where is conservandi? Facusatis aquae sumant, et animus eorum conferma. Pupna huis, dia sit modo prima multarum, si inceptum conficiamus. Quam primum, Centurio Augustus. Volo res I would like to militaris. compliment you once more on your battle tactics. Our enemies did not have a chance. Do you believe that it really exists, Centurion? I do not doubt our Emperor's beliefs, or his orders. But if we are to retrieve the artifact, then we must be strong and patient. Allez, c'est parti. Paius Augustus, centurion romain de son état. Alors, je vais jouer un petit peu l'historien parce que j'aimerais rebondir sur ce qu'on a vu au début de la cinématique, c'est-à-dire la date et le lieu. Alors, 26 avant Jésus-Christ, donc ça fait un an que l'Empire romain, de façon, on considère généralement qu'en 26 avant Jésus-Christ, on est sous l'Empire romain, ça fait un an, donc c'est vraiment au tout début. En 27, Octave est devenu Auguste et a concentré les principaux pouvoirs entre ses mains, donc est devenu l'empereur, le premier empereur de Rome, et pas Jules César, comme beaucoup de personnes le croient. Là, donc, on est conforme. La petite erreur, c'est que, d'après ce que je vois dans la cinématique, d'après ce que nous voyons, Rome est en guerre apparemment en Perse, ce qui est faux, puisque à ce moment-là, en 26, Rome est plutôt en guerre en Espagne, contre les Cantabres, il me semble que c'est comme ça que la tribu s'appelle, c'est une tribu du nord-ouest de la péninsule espagnole. Et au contraire, Auguste a tenu à maintenir des relations cordiales avec cette partie de du monde, c'est-à-dire la Perse, hein, qui est à cette époque tenue par l'Empire parthe, histoire que ça dégénère pas, parce que ça donnerait une guerre qui, techniquement, se terminerait par un désastre aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc, après quelques négociations, Auguste est parvenu à un compromis de cohabitation avec les Parthes, pour que du coup les deux puissances puissent voilà, s'entendre, parce que les Parthes étaient la principale rivale de Rome dans la péninsule du Moyen-Orient, enfin pas dans la péninsule, enfin au Moyen-Orient, et ils ont récupéré l'Arménie, enfin bref, voilà quoi. C'était le petit détail historique, donc voilà. Donc Pius Augustus, hein, centurion romain, donc c'est le premier personnage du jeu, et ça va être un personnage majeur, ça va être, vous verrez, quelqu'un qui va avoir un poids énorme dans la suite des événements. Alors vite fait, je vais faire exprès de me toucher, voilà, histoire que, vous voyez, ma barre de vie apparaisse. Et là, du coup, vous avez l'explication qui apparaît par la même occasion. Donc, bon, bah, la barre de vie, je pense que c'est pas la peine de vous expliquer de quoi il s'agit. C'est tout simplement votre santé, elle tombe à 0, vous crevez. Voilà, on est d'accord, jusque-là, tout va bien. Hop, allez, crève, sale zombie. Et là, j'ai un léger ralentissement, ça me saoule. J'espère que ça va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête. Voilà. Désolé, ça fait partie des petits aléas. J'ai déjà essayé de faire une première vidéo, mais malheureusement, ça ralentissait pas mal au bout d'un certain moment, au point de devenir particulièrement gênant. Ne serait-ce qu'au niveau du son, parce que le son finissait par saccader. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple, je sais pas, sur une vidéo YouTube, et que vous mettez la vitesse de lecture à, je sais pas, à 0,5, le son saccade, bah, c'était à peu près la même chose. Bah, vous avez d'ailleurs entendu un exemple.
Donc j'avais annoncé sur la page Facebook que j'allais lancer le jeu en MSA 8 fois, bah, j'ai réduit à 4 fois, histoire que ça soit mieux. Et là déjà c'est quand même beaucoup plus fluide, même si bah, vous avez vu, il y a eu quand même un tout petit accro. Bon, si ça persiste, hein, bah, je réduirai à 2 fois, ou pire, je mettrai à 0. Hein. De toute façon, c'est vraiment très subtil les différences. Hein. Enfin bon, là vous voyez déjà on affronte des zombies. Donc ce sont des créatures qui vont revenir très régulièrement dans Eternal Darkness. Hein. On en rencontrera d'autres, rassurez-vous, il n'y aura pas que des zombies. Mais vous verrez qu'il y aura des zombies de toutes sortes. Et ça va dépendre en fait d'un choix très important que nous allons faire d'ici peu. Et là vous voyez on est déjà en train de ramasser des espèces de blocs. Donc je vous conseille de retenir les couleurs et même les formes du bloc, de chaque bloc. Parce que ça va être des motifs très importants pour la suite. Tenez d'ailleurs, puisqu'on parle du loup, voilà. Vous avez 4 motifs et 4 couleurs. Violet, vert, rouge et bleu. Donc je vais fournir une explication rapide de ce à quoi tout ça correspond. Là, parce que ce premier chapitre est extrêmement court. Et franchement pas difficile. Ça va s'allonger par la suite. Alors oui, vous avez remarqué qu'il existe plusieurs façons de se battre aussi. Hein. Donc là, je vous montre. Hop, vous avez le combo normal d'attaque. Mais vous pouvez aussi choisir de viser certains membres. Comme ça, voilà. Vous pouvez choisir de viser les 2 bras, la tête et le torse. Donc c'est très pratique. La tête, en la coupant, bah, vous voyez, vous empêchez l'adversaire de vous voir. Ça le tue pas techniquement, mais voilà. Les bras, bah, ça l'empêche de vous frapper. Voilà. La tête, là, je la découpe. Et je finis par le torse, s'il finit pas avant. Et quand ils sont au sol, effectivement, il faut les achever. Sinon, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils se relèvent et ils repassent à l'attaque. Donc, voilà. Allez, un bloc de granit à nouveau. Et nous avons nos 4 blocs. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons les insérer dans les différentes encoches qui se trouvent là. Donc nous passons dans l'inventaire. Pas de souci. C'est vert, hein? Oui, c'est vert. Voilà. Jusque là, c'est pas difficile. Et enfin, le dernier. Et nous allons déverrouiller une porte. Alors nous reviendrons à cet endroit à plusieurs reprises au cours du jeu. Mais à différentes époques, on reconnaîtra certaines salles et on n'en reconnaîtra pas d'autres. Voilà, vous verrez qu'au fil des temps ça évoluera. Donc c'est assez intéressant. On va se retrouver dans des endroits qu'on est censé connaître et qui en fin de compte seront assez différents. Ce sera tout le principe du jeu. Hop. Voilà, donc là écoutez, on a le fameux tutoriel qui vous explique que vous pouvez effectivement viser les différentes parties du corps. C'est ce que je vous expliquais là il y a quelques minutes. Et là c'est un passage très intéressant parce que vous voyez, c'est une statue de Pius Augustus, donc une statue du personnage que je contrôle. Et là on nous demande de le détruire, donc là symboliquement Pius Augustus renie ce qu'il est. Il renie sa personne. Et vous allez voir ce que ça va donner ensuite. Même si je pense que vous avez peut-être déjà une petite idée de ce qui l'attend. Peut-être. Ceux qui ont joué à Eternal Darkness savent tout de suite de quoi je parle. Mais voilà, c'est très intéressant de voir à quel point la narration est poussée dans le jeu. Parce que là, véritablement, cette partie qui est censée être... en fait un tutoriel qui vous explique un peu la façon de vous battre, est très chargé de symboles. Hein. C'est vraiment le côté chouette du jeu. Voilà. Un disque amovible. Et hop. Et nous allons pouvoir faire notre choix. Car oui, nous allons faire un choix très important. Et c'est là que je vais livrer mes explications. Alors, voilà une pièce avec 3 différents artefacts.
et non pas 4. Vous remarquez qu'il y a la couleur bleue, la couleur rouge et la couleur verte, mais pas la couleur violette. C'est parce que c'est une couleur spéciale. Chacun de ces 3 artefacts représente un ancien. Un dieu, quoi. Un dieu ancien, un peu l'équivalent des dieux qu'on trouve dans Lovecraft. En rouge, nous avons Chaturga. Voilà. Donc là, je ne vais pas les prendre tout de suite, je vais vous présenter. Alors, Chaturga est un dieu qui est basé sur la violence et le physique. Choisir Chaturga, ça vous donnera des adversaires plus coriaces, plus résistants et un peu plus agressifs. Donc on pourrait tenter de croire que c'est un mode difficile, mais fondamentalement ça n'est pas tant que ça. C'est un petit peu subtil le choix ici. En bleu nous avons Ulyaoth, qui est un dieu qui se base sur la magie. Les ennemis d'Ulyaoth ont la particularité d'attaquer aussi bien la santé mentale, un concept sur lequel je reviendrai plus tard, que la santé physique, et ils sont aussi capables de pratiquer une espèce de magie qui peut être destructrice. Donc on considère des fois que c'est soit le plus difficile, soit le choix moyen. Et en vert nous avons Xelota, qui elle est une déesse, et qui elle base son essence sur la folie. Les ennemis de Xelota ont la particularité de rendre fou, et influent donc davantage sur la barre de santé mentale. Alors, la petite chose à savoir, c'est que chacun des dieux vous fera vivre une expérience différente. Le fil conducteur sera le même, l'histoire sera globalement la même, c'est simplement que les ennemis vont changer et leurs paramètres d'attaque aussi. Chaturga, je l'ai expliqué, les ennemis seront plus résistants. Xelota, les ennemis pourront influer davantage sur votre folie. Ulyaoth, ils auront une espèce de pouvoir magique un peu spécial et influeront aussi bien sur la santé mentale que sur la santé physique. A savoir aussi que ça changera les cinématiques, puisque vous verrez que Pius Augustus, qui va en fait devenir, je peux vous l'avouer maintenant, l'un des servants de ces 3 dieux, le servant de ces 3 dieux, aura des relations différentes entre ces 3 dieux. Et la subtilité ultime, c'est que quand vous finirez le jeu après avoir choisi un dieu, et que vous referez une partie, et que vous reviendrez ici, il restera 2 autres dieux. C'est-à-dire que si par exemple je prends Chaturga, je finis le jeu et que je reviens, il me restera Ulyaoth et Xelota. Donc il faudra que j'en reprenne encore un. Si je prends maintenant Ulyaoth pour une deuxième partie, je refais une troisième partie. Là, il ne restera plus que Xelota. Et c'est de cette manière que vous débloquerez la véritable fin du jeu. Voilà, c'est le secret de la chose. Il faut refaire 3 fois le jeu. En sachant tout de même, je l'ai déjà dit, que même si le fil conducteur sera le même, l'architecture des niveaux sera la même, les ennemis seront différents et les cinématiques changeront très subtilement. Voilà, donc ça c'était pour effectivement la partie choix. Alors je vais juste... Oh pardon, excusez-moi, une petite erreur. Voilà, c'est juste, je sais pas ce qui s'est passé, la fenêtre de l'émulateur s'est pointée devant mon écran. Alors je sais pas si vous l'avez vu, j'espère que non. Bon, dans tous les cas, voilà, bon, bah, c'est réglé. Alors je vais choisir Xelota parce que... comme le jeu est quand même basé sur le concept de la folie, bah, j'aimerais bien quand même qu'on ait assez souvent des petites hallucinations à vous montrer, ce serait bien sympa. Donc on va y aller. Alors par contre, je précise, je ne pense pas que je ferai 3 let's play de Eternal Darkness chacun avec un dieu. Enfin, je vous dis ça maintenant, peut-être que dans pas longtemps j'aurai changé d'avis, mais parce que pour 2 subtilités ça vaut pas la peine. Ce que je ferai, c'est peut-être à la rigueur de vous faire une compilation des différentes cinématiques avec les autres dieux pour voir un peu les différences, et je vous mettrai également la fin véritable sous la forme d'une vidéo. Enfin bref, j'y réfléchirai à ce moment-là. Dans l'immédiat, on va choisir Xelota. Eons have passed since then, and I have learned much.
I was once as naive as a child, but now my mind is sharp. With the power of Xel'Atath, I can now read the thoughts of others and make them raving mad with a mere suggestion. Face me, and you shall surely perish. Et voilà qui clôture donc ce premier chapitre d'Eternal Darkness. Donc voilà, Pius Augustus qui va devenir donc votre Némésis. Et là encore, je reviens sur le côté métaphorique de la chose. C'est assez ironique parce qu'en latin, Pius et Augustus, ce sont des noms qui sont généralement très positifs. Augustus, c'est Auguste, hein, c'est le nom de l'empereur, et Auguste, ça signifie techniquement le révéré, donc quelqu'un qui est porté vraiment nu comme un dieu. Et Pius, bah, c'est le pieux, donc le pieux qui, quelqu'un exprime une véritable dévotion à sa foi. Donc c'est véritablement révélateur du personnage de Pius Augustus qui va devenir effectivement une espèce de demi-dieu au service d'un dieu très ancien. Voilà, c'est vraiment le côté métaphorique de la chose, et ça, Eternal Darkness est plein de ce genre de choses. Bien, alors nous allons donc nous arrêter là. Voici cette première vidéo d'Eternal Darkness. Enfin on y est, je suis bien content. Alors oui, juste une autre petite précision technique, ça me revient en tête, bon c'est un détail mais voilà. J'avais dit sur la page Facebook que je ferais le jeu en MSAA 8 fois, donc c'est-à-dire c'est la qualité de l'anti-crénelage en 8 fois, en multicouche. Le problème, c'est que c'est à cause de ça qu'effectivement j'ai eu des grosses saccades, des fois, comme vous avez pu le voir à quelques reprises, je pense même peut-être que je vais encore diminuer à 2 fois, parce que là en fait, je jouais pas en 8 fois mais en 4 fois. Bon, vous avez vu que ça reste quand même très sympa à l'œil, hein, et puis franchement, j'ai fait des tests, c'est très subtil, hein, donc après, voilà. Donc je verrai la prochaine vidéo, mais dans tous les cas, je suis content d'avoir pu quand même mener cette première vidéo à son terme, sans pépin ou quasiment aucun, et encore c'est vraiment pas de grosses choses à signaler. Donc nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo d'Eternal Darkness. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera consacrée à Elia, une jeune danseuse. Ce sera l'occasion également d'un chapitre un petit peu plus long et de rencontrer ce fameux quatrième dieu, celui qui représente la rune violette et qui s'appelle Montarok. J'en reparlerai à ce moment-là. Donc pour plonger à nouveau dans la folie d'Eternal Darkness, c'est très bientôt.